bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents ce soir pour cette formation autour des nouveaux programmes de MC. Donc, nous allons intervenir à quatre ce soir et je vais commencer par vous présenter donc les différents intervenants. Alors, tout d'abord, Jérôme Grandeux, donc inspecteur général, que je remercie très chaleureusement de nous accorder du temps ce soir Ah, pour merci nous beaucoup. parler de nous parler de la philosophie des programmes de MC. Et je serai également accompagnée de Morgane Monnier, donc notre collègue qui a piloté le groupe ressources du collège, qui a travaillé sur les propositions de contextualisation des programmes ainsi que par Patrice Fesselier-Sohérib, qui est mon chargé de mission et qui a également piloté le groupe lycée qui s'est chargé des contextualisations. Donc, ce soir, on va vous proposer une première séance de formation et vous allez voir apparaître sous peu donc le déroulé de toute la formation qui va comprendre 5 séances qu'on vous avez déjà fait parvenir. Alors, Patrice, c'est toi qui mets en route le diaporama, s'il te plaît, pour qu'on puisse voir les différentes séances. Donc, normalement, vous avez déjà eu hein, la présentation de cette formation. Donc, aujourd'hui, on commence avec la philosophie des programmes, ainsi que leur contextualisation à la Nouvelle-Calédonie. On se retrouvera mardi prochain pour un travail sur les éducations A, donc qui sont liées au programme de MC, les pratiques et l'évaluation en EMC. Jeudi de la semaine prochaine, vous aurez une séance de 2 heures sur le parcours lycéen en EMC. Et au retour des vacances d'octobre, vous aurez à nouveau 2 séances pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu de convocation, mais ce sera fait sous peu. Donc, il y aura une séance spécifique sur les études de cas contextualisées à la Nouvelle-Calédonie pour le collège et vous aurez début décembre l'équivalent pour le lycée. Ce qui vous permet donc d'avoir une formation complète sur les nouveaux programmes de MC. Alors, je ne vais pas être plus longue pour cette partie introductive et je vais céder de suite la parole à Jérôme Grandeux. Euh, Tout d'abord, bonjour à tous. Voilà, vous voyez là, je vais passer en diaporama. Si, pardon. Voilà, excusez-moi. Ok. Il faut que je puisse atteindre le haut du menu. Excusez-moi. Bon, on va commencer sans diaporama. Mais ça va, vous voyez? Oui, on le voit très bien. Sinon, il suffit juste, il y a un petit écran en bas Oui, à droite oui, parce que je n'accède pour pas démarrer. à, Ah, un je, petit peu, ouais. voilà. Je n'accède pas en haut du... Voilà, diaporama, Oui, c'est parfait. d'accord. Bon, bien, donc Voilà. tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi et je vous remercie et je remercie beaucoup Isabelle de m'avoir invité à vous parler de cette philosophie générale des programmes de MC. J'ai participé au groupe d'experts et co-dirigé avec mon collègue Paul Mathias de philosophie, justement, le groupe d'experts qui avait préparé la première version des projets de programme d'enseignement morale et civique. Et donc, je vais vous dire en gros dans quel sens on a essayé d'aller. Euh, on a en fait des programmes qui ont déjà un chaînage avec les programmes précédents, hein. L'idée, c'était vraiment de ne pas renverser la table, mais c'était d'essayer de mettre en ordre les choses. On fait beaucoup de choses sur la citoyenneté, on ne l'a peut-être jamais autant enseigné qu'aujourd'hui, mais dans beaucoup de dimensions, hein, je sais que dans votre formation, on va vous parler des fameuses éducations A ou des éducations transversales, et éducation média à l'information, euh, éducation au développement durable, éducation à la défense. Bien sûr,
toutes ces éducations transversales sont importantes. Et effectivement, l'idée, c'était d'avoir une sorte de colonne vertébrale avec l'enseignement moral et civique, d'en faire le cœur du parcours citoyen. Pour ça, on est parti aussi sur un référentiel de compétences qui reprend la structure du référentiel de compétences pour une culture de la démocratie du Conseil de l'Europe avec cette structure qui est un peu nouvelle, avec, bon, d'une part, les valeurs et principes. Il n'y a pas de grande découverte de ce point de vue-là, parce que le rapport aux valeurs est dans l'ADN de l'enseignement moral et civique depuis longtemps, avec aussi la mise en avant des connaissances. On y reviendra, des connaissances avec compréhension critique de ces connaissances qu'on cherche à développer tout au long de ce programme qui va du CP à la terminale et qui est un seul programme. On retrouve l'unité du programme qui était celle de 2015-2016 et entre voie générale, voie professionnelle, entre enseignement du premier degré et du second degré, et puis des attitudes et des aptitudes. On y reviendra peut-être dans les questions, et vous voyez très bien que là-dedans, tout n'est pas évaluable. C'est quelque chose qui est important. On ne donne pas de notes de citoyenneté à nos élèves, mais on peut évaluer les aptitudes qu'on cherche à développer, hein, la réflexion, l'écoute, la capacité à comprendre le point de vue des autres quand on note ce qui se passe dans un débat, par exemple, la capacité à participer à un travail de groupe, et puis bien sûr aussi les connaissances. Mais l'évaluation ne dit pas tout cet enseignement, hein. On sait quelles attitudes on cherche à développer. Et puis sur le plan des valeurs et principes, on n'évalue pas un respect des valeurs et principes dans la vie quotidienne de l'élève. Par contre, le fait qu'il sache les identifier et les reconnaître et en comprendre les enjeux, ça fait partie tout de même de ce qu'on attend. L'idée, c'était aussi de refaire une progression annualisée. Les programmes de 2015-2016 étaient des programmes de cycle et c'était pas toujours facile de savoir ce qu'on faisait à quel niveau. Quand on a essayé de caler ça, là je le marque pour le collège et le lycée, on a vraiment essayé de le faire en prenant en compte ce que les enseignants mettaient déjà en avant pour chaque année. On sait par exemple qu'ils parlaient beaucoup des discriminations en cinquième. On sait que la liberté d'expression, et on l'a su parfois tragiquement, c'était beaucoup en quatrième. On sait que la Constitution apparaissait beaucoup en troisième. Voilà. Et de même, on va retrouver pour le lycée, qui avait déjà des programmes annualisés, une progression qui n'est pas très différente. Hein, l'idée, c'était que on met de la cohérence, on ne réinvente pas la citoyenneté républicaine et ce qu'on essaye de faire passer depuis beaucoup d'années, et en particulier depuis la naissance de l'enseignement moral et civique. Bon, on sait en plus qu'il y a une entrée progressive dans ces programmes, donc qui suit les cycles, et donc ça permet aux enseignants de faire la transition relativement euh, euh, facilement. Alors, ça fait bizarre de parler de la structure du programme quand on parle de la philosophie des programmes, mais dans la structure, il y a une philosophie, elle est extrêmement importante. Les notions et les contenus d'enseignement correspondent, dans l'idéal, à ce que l'élève doit savoir. Voilà. Bon, on sait bien que dans la vraie vie, ça va être un peu différent. Disons, ce qu'on va essayer de faire connaître et comprendre aux élèves pour chaque année en termes de notions et de contenu. C'est pour ça que dans les contenus qui peuvent sembler un peu lourds, il y a souvent des définitions. Bon, à la limite, on pourrait presque dire que presque tout ce qu'ils doivent savoir sur le plan théorique se trouve à peu près dans les contenus d'enseignement qui essayent d'être précis et loquaces. Mais il faut bien insister, si les deux premières colonnes correspondent à ce qui est le plus obligatoire, impératif, il n'en va pas de même pour les démarches et situations d'apprentissage possibles. Ce n'est pas une liste de courses. Si on essaye de toutes les faire, le programme est infaisable. Ça veut dire
On n'est pas obligé de tout faire dans ces démarches et situations d'apprentissage. C'est vraiment possible. Hein, dans la première version, on avait mis proposer. Et quand on a eu la concertation, tout le monde a dit c'est trop impératif. Parce qu'en général, on sait que dans notre milieu, ce qu'on propose, en fait, c'est une façon polie de dire qu'on l'impose. Et là, donc, on a mis possible parce que c'est vraiment possible. Donc, on n'est pas obligé de toutes les faire. On n'est pas obligé de ne faire que ça. Et on n'est pas obligé de les faire telles quelles. Ce sont vraiment des propositions. Alors, bien sûr, si c'est des propositions, c'est qu'on considère qu'elles sont intéressantes, qu'elles peuvent donner lieu à pardon, excusez-moi. Elles peuvent donner lieu à des choses intéressantes, mais on considère que là, il y a la liberté pédagogique de l'enseignant qui s'exerce. Et puis, il faut on va faire un petit zoom sur ces questions des notions. Vous l'avez peut-être vu là dans la première chose. Par exemple, là, on a état de droit, là, on est en seconde, et on nous met entre parenthèses, vu en quatrième. Et ça, c'est important parce qu'on va rentrer sur la question de la progressivité des programmes. Une des choses qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de faire un programme qui permette un parcours. On dit souvent que le MC est au cours du parcours citoyen. Toute la citoyenneté se fait pas pendant le temps de MC, mais le MC doit porter cette progressivité. Il faut rappeler ce qu'est une notion. Et là, je suis parti. Alors, je m'en excuse auprès des collègues philosophes et professeurs de sciences économiques et sociales. Là, j'ai fait un peu de corporatif, je suis parti du site GeoConfluence. Mais en fait, ce site renvoie à des ouvrages de didactique générale sur la question de la notion. Et c'est très intéressant de voir que la notion, ça désigne le degré de connaissance qu'on a d'un objet. Ça veut dire que quand on met l'état de droit comme notion, c'est pas la même chose que l'état de droit comme concept. Si je mets l'état de droit comme concept, ça veut dire que véritablement, l'élève doit avoir une maîtrise totale de ce qu'est l'état de droit, de toutes ses implications, de l'ensemble de la chose. Ce qui en quatrième et dans le cadre de l'horaire de MC va sembler un peu terrible. Tandis que quand on est dans la notion, on est dans des choses que je dois savoir sur l'état de droit, que je dois avoir compris. Par exemple, en quatrième, peut-être le plus important, quand on est dans la défense des libertés, c'est vraiment si on a compris que l'état de droit, c'est fait pour protéger la liberté de chacun. Et si on a compris que dans l'état de droit, même l'autorité publique est soumise à la loi, et donc qu'on peut la contester en justice, on a déjà compris beaucoup de choses. On n'a pas forcément besoin d'aller plus loin sur la définition de l'état de droit. Voilà, parce que on sait que cette notion, elle va être remobilisée en seconde. Mais que là, en seconde, on va apporter des précisions. Donc, pour la philosophie de ce programme et la progressivité, ce qui me semble extrêmement important, c'est que quel que soit le niveau auquel on enseigne le MC, il faut avoir une vue d'ensemble du programme. Et pour justement éviter d'essayer de tout dire d'une notion à un moment donné. Parce que si on essaye de tout dire à tous les niveaux, on arrive là à des choses qui sont indigestes, qui sont moins intéressantes, et surtout on ne laisse pas l'élève s'accoutumer progressivement à la notion. Donc, les notions, on y rentre comme toujours, et ça c'est l'ADN de l'EMC, si j'ose dire, même si ça fait deux sigles dans une seule phrase, l'ADN de l'EMC, c'est qu'on essaye au maximum de partir de situations concrètes et de discuter de situations concrètes avec les élèves. Donc, euh, je vais vous donner quelques exemples de notions qui sont présentes à plusieurs niveaux dans le programme. Hein. Vous voyez qu'une valeur comme l'égalité ou la solidarité peut se retrouver sous forme de notions. Hein. Il y a des notions juridiques, l'état de droit, l'ordre public, la défense et la sécurité nationale, l'opinion publique. Celles-là, elles se retrouvent à plusieurs niveaux. Donc, il faut être très attentif à ne pas se dire, ah mon Dieu, j'ai défense et sécurité nationale, ils doivent tous savoir la défense et la sécurité nationale. Quand on compare la notion, et
et la colonne contenu, on voit qu'on ne dit pas tout. Je vais prendre l'exemple de la défense. La défense en quatrième, elle est dans une année, puisque vous vous souvenez, on avait nos progressivités. Elle est dans l'année qui s'appelle Défendre les libertés. Je la retrouve en première avec cohésion et diversité dans une société démocratique. Alors là, je ne vais pas dire la même chose. Quand il s'agit de défendre les libertés, là, on est dans l'idée que on est une démocratie. On a parfois d'autres régimes qui ne sont pas des démocraties, d'autres puissances qui ne sont pas des démocraties, qui peuvent ne pas nous vouloir du bien. On peut le regarder régulièrement dans l'actualité. Et donc là, on est sur la nécessité, y compris pour une démocratie qui se définit plutôt au départ comme un régime pacifique, favorable au droit international, de garantir sa sécurité. Bon, c'est une problématique bon, qui est pas aberrante et qui est pas inaccessible. Quand on est en première, on est sur la cohésion de la société. Comment, en fait, toute la problématique de la première, c'est de se dire comment on arrive, c'est un peu la problématique traditionnelle du vivre ensemble, hein. Comment on arrive à avoir un minimum de cohésion, un minimum d'entente avec une société où chacun a la liberté d'être ce qu'il est, et donc une société qui est forcément diverse. Et bien là, on va être davantage orienté vers tout ce qui est manipulation de l'information, tout ce qui est ingérence. C'est pour ça qu'on parle de vigilum ou des choses comme ça, parce qu'on remarque que chaque fois qu'il y a manipulation et ingérence, ça tend toujours à diviser. Les fameuses affaires des têtes de cochon devant les mosquées, des étoiles de David, etc. Bon, mais il y a bien d'autres affaires dans bien d'autres contextes. À chaque fois, ce sont des choses qui tendent à diviser. Donc, ça peut être intéressant de voir comment un pays essaye de se protéger de ces choses-là. Et puis, donc, à chaque fois, il faut se dire, qu'est-ce que je vais dire de la notion dans le cadre du thème de l'année et les contenus m'y aident. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est celui de la laïcité. Voilà, hop. Alors, euh, je fais pas la petite entrée progressive, mais on voit bien, par exemple, là aussi, si je cherche à tout dire de la laïcité à tous les niveaux, ça va être très compliqué. Et à la limite, je vais passer à chaque fois mon année sur la laïcité. On voit bien qu'il y a une progressivité, d'abord parce qu'on commence en primaire dans l'idée de la liberté de conscience et du respect de l'autre. Ça part sur l'élève, moi et les autres, l'élève avec les autres. Dans le cadre scolaire, compréhension progressive de pourquoi c'est comme ça à l'école, pourquoi est-ce que justement on protège ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, on a l'école. Bon, alors effectivement, tout cela devrait être adapté, hein. Je prends l'exemple de la laïcité, mais on y va progressivement pour arriver jusqu'à l'État, jusqu'au principe juridique. Et puis au lycée, on est dans une phase un peu plus réflexive, où on va être à la fois sur le principe juridique, en première sur l'idée de la garantie d'une forme de pluralisme et de la valorisation du pluralisme. Il faut rappeler qu'on est dans l'année cohésion et diversité. Et en terminale, on va être sur les débats d'application. Et ça, c'est très très intéressant en disant, bah voilà, bon bah oui, ok, principe, la forme là. Mais dans la pratique, les choses sont un petit peu plus compliquées selon les cultes, selon leur modalité d'organisation, et vous le savez mieux que personne, selon les lieux où l'on se trouve. Et là, il peut y avoir effectivement des débats sur comment les choses s'appliquent, sur comment elles doivent s'appliquer, parce que en terminale comme en troisième, on veut montrer que la démocratie est une chose vivante. Voilà. Bon, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut. De même pour l'état de droit, on peut rentrer par des choses qui sont relativement simple. On a mis en avant dans les ressources la définition qui est celle de Kofi Annan, qui n'est pas une définition juridique d'une grande rigueur, mais qui permet de se faire une idée de ce qu'est l'état de droit. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail.
même chose quand on vous parle de la hiérarchie des normes et de la pyramide de Kelsen, parce que effectivement, je vous le dirai pourquoi tout à l'heure, une des innovations un peu de ce programme, c'est d'accroître un peu la dimension juridique. Vous l'avez sans doute remarqué à la lecture, il y a beaucoup plus de droits qu'auparavant, et je vous dirai pourquoi. Bon, la pyramide de Kelsen, c'est vraiment un outil de juriste. Quand on la met dans les programmes, ça peut sembler extrêmement ambitieux, et on peut se perdre dans la discussion sur la pyramide de Kelsen, parce qu'il y a des tas de discussions chez les juristes. Pour tout ce qui est du droit, hein, on l'avait souvent dit en formation, mais je le redis, vous avez un site extraordinaire pour les non-juristes que nous sommes et les gens qui ont besoin de culture juridique que nous sommes également, qui est le site viepublic.fr, qui est à la fois un site officiel et qui est un bijou pédagogique, où vraiment des juristes expliquent les choses de manière hyper claire. Là aussi, quand on a ça à faire passer aux élèves, on se dit, bon, c'est, hein, quelle est l'idée? Bon, c'est l'idée, en gros, que si on veut que les gens respectent la loi, il y a plein de lois à plein de niveaux, et de se dire laquelle a le pas sur l'autre. Quelle est la loi suprême? Donc ça sert essentiellement à montrer que la Constitution est vraiment la norme suprême. Voilà, à chaque fois, en fait, qu'on aborde ces notions, il faut se demander ce qu'on veut faire passer aux élèves, pourquoi on veut aborder cette notion, euh, que veut-on qu'ils retiennent finalement? Que veut-on qu'ils retiennent? Euh, Donc, on a beaucoup de notions comme ça qui sont difficiles et qu'on peut problématiser à des niveaux divers. Une notion qui est particulièrement aussi compliquée, et on le sait dans les contextes où nous nous trouvons et où vous vous trouvez, c'est la notion de l'ordre public. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public dans le cadre d'un état de droit? Bon, c'est pas simple. L'ordre public. Donc, c'est toute la question de la restriction des libertés. C'est toute la question du maintien d'un ordre minimal où les libertés de chacun sont garanties. Là encore, il ne s'agit pas d'asséner cette notion, c'est aussi une notion qui fait débat. C'est très très important de faire comprendre que dans l'état de droit comme dans la démocratie, c'est pas parce qu'il y a un état de droit ou une démocratie qui est posée en principe qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de discussion, que c'est pas compliqué. C'est pour ça que je pense, et là aussi il faut être maître de à quel niveau on le fait et jusqu'où on le fait, il y a une tension à l'intérieur de l'état de droit entre l'exercice des libertés et la nécessité du maintien de l'ordre public. Quand on dit qu'il y a une tension, ça veut dire que tout le monde ne va pas être d'accord. Jusqu'où vont les libertés? Jusqu'où va la préservation de l'ordre public? Et ça touche à quelque chose qui est important dans la philosophie de ces programmes. Il ne s'agit pas de leur vendre la démocratie comme un musée, ni comme un paradis sur Terre. Il s'agit de leur montrer ce qu'on essaye de faire en démocratie. Ce qu'on essaye de faire en démocratie, c'est d'équilibrer le respect des libertés de tous et l'ordre public. Et c'est compliqué. Et dans une société qui peut avoir des tensions, dans des situations difficiles, c'est compliqué. Mais là, en démocratie, on essaye de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours. Ça veut dire en gros que c'est même plus globalement sur le rapport aux valeurs et aux principes. On a des principes juridiques, on a des valeurs qui sont ce qu'on préfère collectivement. Ce n'est jamais simple pour un individu de vivre conformément à ses valeurs tout le temps. C'est aussi compliqué pour un collectif. Donc je pense que il est extrêmement important, et ça c'est vraiment l'arrière-plan de la philosophie des programmes de MC, de leur dire ce que collectivement nous essayons de faire quand on est dans une démocratie. La démocratie, c'est un effort. Et c'est pas forcément, on n'y arrive pas toujours, mais il y a une grande différence entre
les régimes qui font un effort pour ça et ceux qui n'en font pas. Je pense que c'est très important. On le dit très souvent quand on parle de solidarité sociale en EMC, on dit oui, mais voilà, on va me dire oui, mais il y a à côté des gens qui sont d'une extrême précarité, à côté du lycée, à côté du collège, qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas parce qu'on essaye de mettre en place des structures de solidarité sociale qu'il n'y a pas de pauvreté. Ce n'est pas parce qu'on essaye d'avoir un règne de la justice qu'il n'y a pas de crime, qu'il n'y a pas de vol. Mais c'est ce qu'on essaye d'établir. Alors, bien évidemment, tout ça c'est délicat et je veux pas nier la difficulté dans l'EMC de positionnement de l'enseignante ou de l'enseignant. C'est compliqué parce que en EMC, on va se trouver confronté, puisqu'on part de situations très souvent, on peut se trouver confronté à des situations d'actualité. Comme on pratique le débat, on peut se trouver tangenté des débats d'actualité. Bon, alors bien évidemment, il y a aussi une prudence à avoir. C'est-à-dire, quand on choisit des situations et qu'on veut leur en faire discuter, il faut toujours prendre des situations où des gens parfaitement légitimes quant à leur rapport aux valeurs de la démocratie peuvent prendre des points de vue différents. Voilà. C'est sûr que si on part sur le débat pour ou contre les discriminations, ça va être compliqué et on va entendre des choses épouvantables. Voilà. Mais si on part sur le débat, sur une situation de discrimination, quelles sont les solutions à apporter, etc. Là, voilà, on peut être dans des débats intéressants. Mais enfin, on a quand même ce rapport à l'actualité. Alors d'abord, dans ce rapport à l'actualité, il y a une manière de l'enseignant, ou de l'enseignant de MC, d'avoir lui-même son rapport à l'actualité. On est obligé de se dédoubler quand on enseigne le MC. Pourquoi? Parce qu'on a tous naturellement tendance à penser que nos opinions, qu'elles soient politiques, philosophiques, religieuses, sont les opinions des gens raisonnables et moraux. Et qu'en face, il y a des gens soit pas raisonnables, soit pas moraux. Mais là, on est là pour enseigner le cadre démocratique. On est là pour éduquer des libertés. On est là pour enseigner à des élèves qui vont avoir leurs propres options, comme citoyens, qui vont avoir progressivement et avoir pleinement, quand ils seront citoyens, leurs propres options politiques, philosophiques, religieuses. Donc on est là pour leur enseigner le cadre qui permettront à toutes ces options de rester dans un cadre démocratique. Donc on est toujours obligé de se dire, quand je regarde l'actualité, bon, il y a mes réactions de citoyennes, de citoyens, mais il y a aussi ce que ça me dit justement sur ce cadre, sur le fonctionnement. Pour prendre un exemple, moi ça m'a beaucoup frappé avec depuis euh, plusieurs mois qu'on est dans une espèce de crise institutionnelle tout de même, de voir à quel point on a tous pris une expertise sur la Constitution. Des tas de choses qu'on ne connaissait pas, des tas de dispositifs qu'on ne connaissait pas, on les connaît dorénavant. Bon, ça peut être une manière de lire l'actualité, dire tiens, ouais, quand on voit tout ça, toute cette complexité, ça nous dit comment ça fonctionne. Voilà. Bon, donc je voudrais donc reprendre très rapidement ces affaires-là. Euh, on n'est pas dans les débats politiques. Comme le dit une de mes collègues, Françoise Janier-Dubry, pour ne pas la nommer, les enseignants ne sont pas des professeurs d'actualité. Et surtout, quand on est, quand on se trouve coincé avec les élèves, opinion contre opinion, opinion de l'enseignante ou de l'enseignant contre opinion de l'élève, c'est fichu. C'est fini. Ça arrive, hein. De temps en temps, personne ne... eh ben, bon, mais quand on est là-dedans, faut pas y rester. Voilà. Donc, il faut être capable d'élucider le fait qu'on n'est pas dans un débat politique en EMC, on est sur quelque chose qui éclaire la vie démocratique. Donc dans les débats politiques, on parle de ce qui arrive à chaud, et dans l'EMC, on essaye de prendre de la hauteur, de voir les conditions, comment on débat, comment on s'informe. Il y a beaucoup d'émotions, et vous le savez mieux que personne dans la politique et l'actualité quotidienne.
Alors, dans les compétences de l'EMC, il y a bien sûr l'empathie, mais il faut faire bien attention. L'empathie, ce n'est pas la contagion émotionnelle, c'est comprendre les émotions des autres, les prendre en compte, mais on les prend en compte pour les dominer. Parce que, en fait, ce qui est très important en EMC, quand il y a des débats sur ça, c'est de dédramatiser le désaccord. On peut ne pas être du même avis dès l'instant en démocratie, dès l'instant qu'on respecte le cadre qui permet à l'autre de ne pas être du même avis. Et puis, euh, entre eux, il n'y a pas que les émotions et la raison, il y a les valeurs qui sont importantes. Et la question du rapport aux valeurs est fondamentale. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand on est dans les débats sur les valeurs, etc., de même que la République française et la forme française de la démocratie, les valeurs de la République se réfèrent aux valeurs démocratiques et la valeur suprême de la démocratie, celle qu'on va retrouver dans tous les grands textes internationaux, c'est la dignité de la personne humaine. Et je pense qu'il faut toujours se dire qu'on a cette réserve de consensus. Parce que la dignité de la personne humaine, on peut y arriver par des tas d'horizons philosophiques et religieux différents. L'idée de la dignité de la personne humaine, c'est peut-être la valeur la plus consensuelle, sachant qu'un consensus n'est jamais absolu, hein. Il y a des gens qui se moquent comme d'une guigne de la dignité de la personne humaine. Mais c'est ce qui va le plus large. Et je pense que c'est ce qui permet souvent d'expliquer des choses. Quand on est par exemple sur le fonctionnement de la justice et qu'on a des élèves qui disent, ouais, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, pourquoi est-ce qu'il a un avocat? Il devrait être exécuté tout de suite. Et expliquer que même dans la personne qui a commis les choses les plus monstrueuses, il y a la dignité de la personne humaine et que ce n'est pas pour l'individu Albert Dupneux qui a massacré toute sa famille à coups de tronçonneuse qu'on prend un avocat, c'est parce que derrière l'individu Albert Dupneux, en sa personne, il y a la dignité de la personne humaine. Voilà, c'est toujours quelque chose de faire comprendre que on essaye de fonctionner selon ce principe-là. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, donc les émotions comme l'indignation, tout ça, c'est bien, sauf que ici, on essaye de faire un pas de côté. Et puis, effectivement, les débats politiques au quotidien sont des points de vue qui s'affrontent. Bon, et ici, on va s'intéresser sur les conditions et on va s'intéresser au pluralisme, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et c'est une notion qui revient, euh, souvent. Donc, l'esprit de l'EMC, il est complexe puisque effectivement, on demande à la fois, on voudrait que les élèves soient engagés, on voudrait qu'ils aient des reculs critiques. Vous savez que bon bah, c'est toujours notre tropisme qui est la citoyenneté éclairée. Être à la fois citoyen et à la fois très très réfléchi. Alors là aussi, il faut peut-être ne pas confondre l'engagement et avoir une opinion sur tout. Je pense que c'est très important pour le développement d'esprit critique des élèves de comprendre qu'on n'est pas tenu d'avoir une opinion sur tout. On peut prendre le temps. Et de même pour l'engagement, je pense qu'il faut faire attention à ne pas leur vendre une magie de l'engagement. Vous voyez, quand on leur dit engagez-vous et vous changerez le monde, ok, ben, en vrai, c'est pas ce qu'on a vécu, nous. On change pas le monde en s'engageant. On contribue à des changements avec d'autres gens. Et plus exactement, on espère, on s'efforce, on fait effort pour que les choses aillent dans un sens qui nous semble bien. Mais si on leur vend l'engagement dans toute direction, engagez-vous sur tout, tout le temps, etc., on leur donne quelque chose, à mon avis, un idéal inaccessible. Et donc il faut là, de même qu'il ne faut pas vendre une démocratie enchantée, il ne faut pas vendre un engagement enchanté. On s'engage aussi selon ses goûts, dans les choses qui nous tiennent à cœur. Donc je pense que c'est important d'avoir des échelles de l'engagement. L'engagement, c'est déjà, quand on est membre d'une collectivité, comprendre pourquoi on en est membre.
et ce que ça implique. Pas uniquement respecter les règles par peur de la sanction, mais aller un peu plus loin, comprendre, et c'est déjà une forme d'engagement intellectuel, moral, comprendre pourquoi c'est comme ça. Vous savez, c'est la socialisation selon Piaget, hein. Le moment où on respecte les règles parce qu'on comprend pourquoi il en faut. Le deuxième niveau, on peut s'engager pour les autres de manière individuelle. Quand on signale ce qui ne va pas, ou qu'on signale une situation anormale, quand on veille au respect des droits des autres, pas seulement aux siens, quand on participe à un débat dans des lieux d'expression, et quand on propose des choses, c'est aussi une forme d'engagement. Voilà. Ouais, l'engagement, c'est pas je nettoie la plage et je dis rien quand je vois une de mes amies qui est harcelée. Il y a des échelles, il y a des niveaux, et c'est important. Et après, on s'engage pour les autres dans un collectif. Et ça, c'est très important d'être dans cette dimension collective de l'engagement. Donc, ça veut dire que quand on s'engage, on accepte de plus être tout seul. Bien sûr, il y a parfois des engagements individuels. Quand on parle des lanceurs d'alerte, on a des gens qui vont s'engager de manière individuelle. C'est tout à fait respectable. Mais quand on fait un engagement durable, Périn, c'est qu'on s'engage dans un collectif. Et pour ça, effectivement, on passe des compromis. Euh, Si je m'engage chez les pompiers volontaires, c'est pas moi qui vais choisir mes interventions. Si je m'engage dans une association qui milite pour l'environnement, c'est pas forcément moi qui vais choisir toutes les manières de manifester, tous les mots d'ordre. Je vais rentrer en quelque chose. Et là, dans ce cas-là, le goût que l'on a est important. C'est très bien que dans une société, tout le monde ne s'engage pas dans les mêmes choses. Moi, personnellement, je n'ai pas d'engagement associatif pour la biodiversité, mais je suis très content qu'il y ait des gens qui aient cet engagement pour la biodiversité. Donc voilà, je pense que ouais, même l'exigence d'engagement, il faut la resituer dans, dans ce collectif. De même, on a des enjeux dans cet enseignement, des enjeux d'esprit critique. On parle beaucoup des compétences psychosociales. Dans le projet de nouveau socle, elles sont mentionnées. On a beaucoup de choses. En EMC, on a effectivement ce travail sur les compétences. Alors d'abord, effectivement, sur les compétences émotionnelles, si on les fait débattre, réagir à des situations. C'est aussi justement pour qu'il y ait cette gestion des émotions. Le terme est pas beau, mais c'est ça au fond. On est capable d'exprimer ses émotions, de comprendre celles d'autrui, mais on comprend aussi que il faut dépasser ses émotions pour arriver à réfléchir et à échanger. Je ne sais plus qui le disait, mais les émotions ne se discutent pas. Or, on a besoin de discuter. Voilà. Euh, Les compétences cognitives, donc effectivement l'équilibre entre sa confiance dans sa capacité à former un jugement et la conscience de la nécessité de s'informer, là c'est tout ce qu'on appelle en EMC le débat réglé. C'est-à-dire que quand on fait un débat, on ne fait pas du café du commerce, on ne fait pas un débat tout le temps sur des choses improvisées. Quand on fait un débat, on s'informe d'abord, éventuellement ça peut être par un travail de groupe, et on essaye de voir ce que le débat va nous apporter et va nous apprendre. Et là aussi, la nécessité de s'informer, ça commence aussi, c'est aussi un des aspects du débat réglé. Et puis, effectivement, l'équilibre entre la capacité à organiser sa réflexion et intégrer des informations nouvelles, c'est aussi quelque chose d'important dans le débat. Je pense que quand on leur fait faire un débat réglé, quand il y a des débats face à face, on n'est pas dans le modèle du débat télévisé d'entre deux tours. C'est pas une compétition. Autrement, on nourrit le manichéisme. On est dans l'idée que un échange peut être fructueux et apporter plus de choses. C'est l'exemple type des débats qu'on a dans notre milieu professionnel. C'est ça qu'on cherche à pousser. C'est l'idée que l'échange peut permettre de se mettre d'accord, de dédramatiser les désaccords ou de trouver des idées nouvelles. Et donc, c'est très important sur la manière dont on peut faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire peu de débats, mais euh, préparés, organisés, que beaucoup de débats.
On peut participer à un débat directement en débattant. On peut aussi participer à un débat en préparant des informations. On peut participer à un débat en faisant le bilan. En se disant, tiens, bah, de ce débat, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que j'ai appris en voyant ce débat et qu'est-ce que j'en pense moi? Voilà. Bon, bien évidemment, les compétences sociales, elles sont tout à fait au cœur de l'EMC. Et là, je pense qu'il n'y a pas besoin de les, de les, de les développer. Donc, pour avoir le temps de discuter tous ensemble, je vais en venir à ma conclusion et à ce que je veux vous dire sur ces programmes. Donc, euh, quelle est la philosophie finalement de ces programmes de MC? Donc, le premier élément, pour moi, c'est vraiment la progressivité. On est sur un parcours, on a le temps, on a une approche spiralaire, les choses vont revenir plusieurs fois, donc on n'est pas obligé de tout dire de tout à chaque niveau. Il faut être très clair par contre sur ce qu'on attend comme compréhension à chaque niveau. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont besoin de retenir, d'intégrer, et donc à chaque fois de bien lire le programme en tenant compte du thème de l'année, et chaque notion est éclairée par le thème de l'année. Donc c'est vraiment la première chose, la progressivité. Je vais vous en donner encore un exemple, même si je suis en conclusion. Euh, Quand on fait les institutions, vous avez remarqué que c'est filé tout au long de l'année, même si à un moment on fait la Constitution. Et par exemple, quand on met le Sénat en cinquième, on met le Sénat pour dire, finalement, les collectivités territoriales sont représentées. Alors évidemment, dans le cadre des adaptations, ça permet de dire beaucoup de choses, hein. Bon, c'est ça qui est important. C'est pas la navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. On s'en tient là. Le rôle du Sénat dans la fabrique de la loi, on le verra en troisième. C'est pas la peine de s'embêter avec ça en cinquième. Donc à chaque fois, c'est la première chose. Donc la deuxième chose importante pour moi, c'est l'idée d'une éducation à la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire que cette éducation à la démocratie? Et je reviens quand même, je me permets d'insister sur cette idée. Il ne s'agit pas de leur expliquer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est difficile dans tous les contextes. Ça l'est partout. Ça l'est pour vous aussi. Euh, c'est pas l'idée. L'idée, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire collectivement. L'idée, c'est que c'est un effort permanent de maintenir, on le sait malheureusement, la paix civile, les droits des individus, la possibilité d'essayer d'avancer vers une forme de solidarité, et que c'est normal que dans cet effort, tout le monde ne soit pas toujours d'accord, et que le succès soit pas toujours au rendez-vous. Et ça, la démocratie. Et c'est ça le rapport aux valeurs et aux principes. Le troisième élément, c'est quand même l'approche par le droit. L'approche par le droit, elle est quand même extrêmement importante pour l'enseignant ou l'enseignant parce que ça évite le opinion contre opinion. Savoir en gros ce que dit le droit, c'est-à-dire ce sur quoi pour l'instant nous sommes tous d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Ça changera peut-être, mais c'est comme ça. Tout ce que dit le droit actuellement, c'est vraiment très très important parce que ça permet d'éviter que la lutte contre les discriminations, par exemple, ça soit juste le combat personnel de l'enseignante ou de l'enseignant. Juste l'idée de l'enseignante et de l'enseignant. Eh bien non, c'est quelque chose de collectif qui est porté par des lois et qu'on leur présente. Vous voyez, c'est ce pas de côté que permet le droit. Et le dernier élément, et je voudrais arrêter avec ça, c'est vraiment l'idée de savoir ce qu'on essaye de faire passer sur le plan des valeurs et cette idée
qu'effectivement, la tentative que font les régimes démocratiques et la tentative de la citoyenneté démocratique, c'est de construire quelque chose sur l'idée de dignité de la personne humaine. Chaque fois qu'on peut rattacher tel dispositif législatif, telle valeur, l'égalité homme-femme par exemple, femme-homme, à l'idée de dignité de la personne humaine, là on est sur quelque chose qui est immédiatement perceptible par une grande majorité de nos élèves. Voilà. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous donner, mais je suis disponible pour tout échange. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention extrêmement riche et très claire également dans le contenu, donc par rapport à la philosophie des programmes et puis également ce que c'est le MC. Alors, on va prendre quelques questions éventuellement si des collègues en ont ou s'ils souhaitent les indiquer dans Dans le le chat, fil de discussion. Oui, par exemple. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? donc je réponds à Alors, la question sur les éléments qui ont fait consensus. Excusez-moi. À moins oui. que vous terminiez un autre échange que vous avez commencé pendant que j'étais pas là. Non, pas du tout. Allez, bon, d'accord. On y va. Euh, En fait, c'était assez intéressant. On était un groupe d'une douzaine de personnes, euh, aux deux tiers féminins, avec des philosophes des SES, des gens qui avaient des orientations, me semble-t-il, politiques assez différentes. En fait, ça a été assez facile de trouver du consensus. C'est ça qui a été curieux, mais je pense que, en fait, parce que c'est que des gens qui étaient engagés dans le MC. En fait, quand on est engagé dans le MC, on en parlait entre nous avant que la visio commence. euh, on est au courant du fait que l'école tient les gens ensemble. En fait, c'est cette mission souterraine qui n'est jamais vue, très peu reconnue et dont on se rend compte dans les situations de crise. C'est-à-dire à quel point l'école fait du lien social et du lien politique parce que c'est le lieu qui accueille tout le monde. Et donc, en fait, je pense que tous les gens qui font de l'EMC et qui sont engagés dans l'EMC, quel que soit leur point de départ citoyen ou métaphysique personnel, sont très sensibles à ça et ont une façon d'exprimer ce qu'ils veulent faire qui est dans le sens positif. En fait, on essaye de donner un peu de positif et d'attachement positif dans une société où, effectivement, ce qui est valorisé, c'est l'affrontement, c'est le clivage, c'est la différenciation, ce sont les identités les unes contre les autres, ce sont les mémoires les unes contre les autres. Et en fait, je pense qu'il y a tellement dans la posture des enseignants de MC et peut-être aussi beaucoup des enseignants d'histoire géo, c'est possible, mais pas seulement. Mais il y a beaucoup cette posture-là qui essaie, qui est d'essayer de faire sortir ce qu'il y a de consensus démocratique derrière des opinions différentes. Donc en fait, la commission, ça a été vraiment un laboratoire pour ça. Et ça a permis de faire des choses intéressantes. Voilà, c'est-à-dire à la fois on a pu aller sur l'élucidation de la notion d'ordre public, qui est pas quelque chose de fréquent en EMC, mais sur aussi quelle est la condition des prisonniers dans les lieux de détention. Ce qui n'est pas non plus quelque chose On a pu avoir un spectre très large. Et ça, c'était extrêmement important. En fait, c'est pour ça qu'on a essayé. Alors là aussi, on essaye. Est-ce que c'est le cas? Mais on a essayé d'avoir des programmes qui soient équilibrés de ce point de vue-là et qui soit le plus consensuel et le plus large possible, euh, sans fuir les problèmes, mais sans créer des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. On va échanger maintenant sur les contextualisations. Donc, je vais demander à Patrice s'il veut bien remettre le diaporama, puisqu'en fait, à partir des programmes nationaux de MC,
il a été proposé aux académies en Outre-mer de procéder à la contextualisation des programmes, ce qui est une véritable chance pour nous hein, de pouvoir le faire, parce que ça permet justement de se pencher sur les programmes, de les décortiquer. Et c'est un travail qui est piloté donc, par l'inspection générale, et Jérôme Grondeux était présent hein, dans ce groupe par la Direction générale de l'enseignement scolaire, donc la DGESCO au ministère. Et puis, localement, il y a eu des groupes qui ont travaillé pour faire des propositions de contextualisation. Donc, c'est un travail qui est extrêmement long et j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a la chance de pouvoir le faire dans les académies qui sont outre-mer. Alors, la contextualisation, ça consiste justement à proposer des points précis qui concernent le lieu d'exercice, donc là en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie, et on est bien sur des programmes nationaux, c'est-à-dire que les contextualisations sont intégrées dans les programmes de MC et sont publiées officiellement. Alors, sur la vignette suivante, on a l'information justement de cette publication. Le travail a été extrêmement long puisqu'il a pris une année entre juillet 2024 et juillet 2025, donc au moment de la publication. Et au cours de cette année, il y a eu différents travaux qui ont été menés, aussi bien par des collègues qui enseignent en collège, en lycée général et technologique et en lycée professionnel. Trois groupes ont été constitués localement avec des collègues volontaires pour le faire. Et à la tête de chaque groupe, il y avait un pilote. Donc, je salue les trois collègues qui ont piloté ces groupes. Donc, Morgane Monnier pour le collège, qui interviendra juste après. Patrice Fesselier-Souhérip pour le lycée général et technologique, qui interviendra également. Et Térénia Artigue pour le lycée professionnel. Donc, nos trois collègues ont piloté ces groupes en lien donc, avec moi, puisqu'on a fait assez régulièrement des allers-retours. Et ensuite, c'est l'inspection générale qui a pris en charge la validation. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et c'est aussi intéressant que vous le sachiez, est impliqué aussi, puisqu'il est consulté à un moment. Donc là, il se trouve que c'est au mois de mars de cette année que le gouvernement a été consulté pour émettre un avis sur les propositions de contextualisation. Et ensuite, lorsque cet avis a été rendu, eh bien, les programmes ont suivi leur parcours en passant par un comité d'experts et ensuite par le Conseil supérieur de l'éducation qui s'est réuni au mois de mai, donc à Paris. Et enfin, on arrive à la publication officielle. Donc là, en début d'année, en février 2025, vous avez eu des programmes qui étaient donnés à titre expérimental pour la cinquième au collège, pour la seconde au lycée, alors les trois voies hein, étaient concernées, et puis pour le CAP. Depuis, les programmes sont devenus officiels, c'est-à-dire que pour la rentrée prochaine, je vous enverrai bien vers ces programmes officiels et vous avez là le lien, hein, on vous transmettra le diaporama. Donc, vous avez le lien avec la publication de tous les programmes, c'est-à-dire de la sixième jusqu'au CAP. Tous ont été publiés en même temps. Alors, ces programmes, ils entrent en œuvre, ils sont mis en œuvre selon différentes vagues. Donc, la première vague, c'est celle que nous avons vécue en février de cette année avec la mise en œuvre des programmes donc, de cinquième, de seconde et la première année de CAP. En février de l'année prochaine, on va changer de niveau, donc on va passer à la quatrième, à la première. Alors, quand je dis seconde ou première, c'est voie générale, technologique et professionnelle, hein, et deuxième année de CAP. Et enfin, en 2027, on aura l'ensemble des niveaux concernés par ces programmes de MC. Donc, on va intégrer la sixième, la troisième et la terminale. Donc, en 2027, je le répète, on aura l'ensemble des programmes. Et donc, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces programmes, vous avez pour la partie
nationale, donc des ressources qui sont régulièrement mises en ligne sur Eduscol. Et je vous invite à régulièrement justement vous rendre sur la plateforme concernée afin de pouvoir récupérer ces différentes ressources, puisqu'elles vous permettent de mettre en œuvre les différentes thématiques pour les différents niveaux de classe. Et localement, les groupes qui ont travaillé aux propositions de contextualisation rédigent également actuellement des documents d'accompagnement, donc qui concernent la contextualisation des programmes. Et ces documents seront progressivement mis à disposition. Donc, je vous le disais tout à l'heure en présentation de la formation, il va y avoir prochainement des séances autour de mise en œuvre pédagogique au collège et au lycée. Et dans la foulée, on vous proposera les premiers documents d'accompagnement qui vous serviront par rapport aux différents niveaux qui sont déjà mis en œuvre ou qui le seront l'année prochaine. Donc voilà, je souhaitais faire un rapide rappel donc concernant ces contextualisations et aussi beaucoup insister sur le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons ces programmes contextualisés. C'est important que vous l'entendiez et que surtout vous les mettiez en œuvre, puisque ce sont ceux-là qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Et j'insiste bien sur le fait que ce sont des programmes validés nationalement et publiés officiellement. Alors, est-ce que ça va sur cette partie-là? Il n'y a pas de questions. Éventuellement, Jérôme, est-ce qu'il y aurait une intervention autour des contextualisations de programmes? Juste pour dire que c'est extrêmement important que ça prenne, il y a vraiment une histoire de ces contextualisations de programmes. Et c'est important que ça prenne vraiment de l'ampleur et de l'importance. Et c'est particulièrement important en EMC, où là, je vous ai donné des exemples qui étaient effectivement dans les programmes tels qu'ils sont nationalement, mais que ça soit à la fois des programmes nationaux et qui permettent de prendre en compte les situations locales. Ça me semble quelque chose d'extrêmement important, d'autant plus qu'on part de situations. Donc effectivement, ça évite le côté désincarné de la chose et le côté artificiel. C'est aussi pour ça que j'ai tendance à euh, aller sur le background démocratique qui me semble vraiment important et de voir comment il s'actualise dans des contextes différents. Voilà. Et je n'en dirai pas plus parce que tu as déjà, déjà tout dit et c'est vraiment, à mon avis, un moment important. Le fait qu'on arrive à donner des ressources et donc à fortifier ça, pour moi, on passe de la concession à quelque chose de vraiment positif. Je pense que c'est ça le tournant. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, maintenant, je vais vous proposer donc d'entrer dans les différents programmes et de voir ensemble cette contextualisation. C'est important, même si vous enseignez en lycée ou en lycée professionnel, de savoir ce qui se fait au collège. Et si vous enseignez au collège, c'est important de savoir la suite, qu'est-ce qui se passe au lycée, puisque comme le signalait Jérôme Grondeux précédemment, on est vraiment dans un parcours au niveau de l'EMC avec cette circulation des programmes, les programmes spiralaires. Et donc, il est nécessaire de savoir ce que l'on fait à différents niveaux de classe. Donc là, je vais céder de suite la parole à Morgane Monnier, qui a piloté hein, le groupe de contextualisation pour le collège. Et Morgane est accompagnée d'ailleurs de quelques collègues qui en fait partie de ce groupe. Donc, merci Morgane pour ton intervention. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Ben déjà, je voulais commencer par présenter quand même voilà, le groupe parce que sans eux, rien n'aurait été fait. Et je les ai bien exploités l'année dernière, donc ils méritent quand même d'être mis à l'honneur ce soir. Alors, dans le groupe collège, nous avons Cécile Tidjine qui est avec nous d'ailleurs ce soir,
coucou Cécile, voilà, qui a été d'une grande sagesse avec nous et qui nous a vraiment beaucoup apporté. Et je voulais voilà, vous remercier, que ce soit toi et les autres évidemment. Nous avons aussi Emmanuel Daver qui a travaillé avec nous, qui nous a aussi apporté toute son expertise, toute son expérience. Voilà, ça a été un vrai bonheur de travailler avec elle. Nous avons aussi Léa Naouia, je ne sais pas si elle est là, je n'ai pas vu, qui depuis Yaté et malgré les conditions un peu compliquées de l'année dernière a été très engagée avec nous dans le projet. Et puis nous avons aussi Romain Bourlon qui n'est pas là ce soir, hein, puisque désormais il est sur le collège de Connay en tant que principal adjoint. Donc voilà, on va le laisser un petit peu tranquille et se reposer. En tout cas, voilà, l'année dernière, ça a été une année d'un très très lourd labeur, un challenge pour tout le monde, toute l'équipe. Mais bon, on a décidé de le relever et je pense qu'on l'a fait avec brio, en tout cas j'espère. Toute l'année 2024, donc on s'est consacré au programme. Mes priorités avaient été données au programme de cinquième. Finalement, on a réussi à faire les 4 programmes. Donc voilà, on a réussi à clôturer l'année sur ça. Et cette année, donc, comme l'a dit Isabelle, l'objectif, c'est vraiment de faire des fiches type et du SCOL, mais version locale, avec nos contextualisations qui apparaissent à l'intérieur. Donc voilà, on est encore en cours, on n'a pas tout fini, mais on avance bien. Donc je pense que d'ici, je l'espère, la fin du mois d'octobre, on aura finalisé tout ça. Ça a été difficile l'année dernière puisque, bah, vous le savez très bien, on a été en plein contexte d'émeute, hein, donc on a dû travailler à distance, parfois sans ressources, voilà, donc c'était assez difficile, mais bon, on a créé une belle cohésion d'équipe qui nous a permis de fournir quand même un travail remarquable. Malgré ces difficultés, les émeutes, ça a quand même donné beaucoup de sens finalement à notre engagement déjà dans le groupe, mais aussi à notre métier de manière générale, hein. Donc, ça nous a beaucoup motivés, en fait, même si ça nous a aussi beaucoup bouleversés, ça nous a beaucoup motivés à terminer les choses. Voilà, on avait commencé, on s'était donné à fond et on a atteint nos objectifs. Donc, pour cela, je vous remercie beaucoup, l'équipe. Je ne les remercie pas souvent. Donc, voilà, je profite de ce soir pour le faire parce que vraiment, sans eux, voilà, ça n'était absolument pas possible de pouvoir travailler. Alors, on va regarder maintenant un petit peu les programmes. Patrice, est-ce que tu peux zapper? Merci. Alors, j'ai décidé de présenter de cette manière-là. Je n'avais pas envie de mettre tout le programme, j'avais peur que ce soit trop lourd et je voulais me focaliser sur les notions. Et ça tombe bien parce que du coup, Jérôme Grandeux nous donne raison un petit peu à mon tableau. J'avais peur d'être hors sujet. Donc, le programme de sixième a pour thématique d'apprendre à vivre dans une société donc, démocratique. Et donc, pour pouvoir vivre en société démocratique, il faut des représentants. Donc, la notion de représentativité, elle fait vraiment partie du cœur de ce programme, puisque qui dit représentant dit élu et donc dit élection. Représentativité dit aussi des responsabilités lourdes et notamment des responsabilités dans l'intérêt du plus grand nombre, dans l'intérêt général. Donc, pour cette partie-là, il n'y avait pas eu énormément de contextualisation à faire, à part évidemment les échelles, hein, évidemment rajouter l'échelle provinciale, l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, hein, sur tout ce qui était notion de représentativité. Pardon. Toujours dans l'intérêt général, on peut associer à cela la compréhension des règles, puisque pour vivre en société, bah, il faut respecter des règles, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Hein, et alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le programme, c'est de voir apparaître la notion de vivre ensemble. Vivre ensemble qui avait été mis à mal l'année dernière. Donc, ça m'a fait très plaisir de le voir apparaître explicitement dans le programme. Hein, donc, pour pouvoir vivre dans cette société démocratique, il faut suivre les règles pour pouvoir tout simplement bien vivre ensemble. Donc là, l'idée, c'est de partir évidemment d'exemples locaux, hein, toujours, de voir comment les élèves peuvent s'engager à petite échelle, à grande échelle, hein, en prenant des exemples que l'on connaît et qu'ils connaissent, hein, par le biais notamment des éco-délégués du CVC, des délégués qu'ils connaissent. Voilà. Certains d'entre eux ont peut-être même aussi en CM1, CM2 été conseillers municipaux juniors. Donc voilà, c'était l'occasion de pouvoir aborder avec eux cet engagement-là pour vivre ensemble dans l'intérêt de tous, etc. Dans le programme de sixième aussi, il y a la notion de protection. Protection et d'identité. L'identité, on le faisait, je crois, avant en cinquième. Là, on reprend cette notion d'identité en sixième, mais on va le regarder sous l'angle de la protection de la vie privée. C'est l'occasion, du coup, d'aborder avec eux aussi le numérique.
hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il est omniprésent, hein, surtout dans nos jeunes générations. Donc, c'est comment protéger son identité, sa vie privée, notamment sur les réseaux. Et évoquer aussi avec eux la notion de laïcité qui, comme l'a dit Jérôme Grandeux, sera revue, hein, de toute façon en troisième et dans les autres niveaux, avec une petite spécificité qu'elle soit calédonienne, mais aussi pour Wallis et Futuna. Mais on ne voulait pas non plus rentrer trop dans le détail. C'était quand même d'évoquer avec eux la particularité, puisque en Nouvelle-Calédonie, la laïcité, on n'est pas soumis à la loi de 1905, mais au décret Mandel de 1939, qui fait qu'en fait, en Nouvelle-Calédonie, les institutions religieuses peuvent bénéficier d'aides publiques. Donc voilà, mais ça, ce sera évidemment approfondi en troisième. Tu peux zapper, s'il te plaît, Patrice. Merci. Alors, pour le niveau cinquième, des notions et des valeurs fortes pour le programme, égalité, fraternité et solidarité, toujours, hein, dans cette idée d'une société démocratique, hein, essayer de faire vivre ces valeurs-là. Euh, avec la première notion, c'est la notion de protection, qui est une notion très forte en fait, puisqu'elle va englober deux choses. D'une part, la protection de nos libertés, qui sont évidemment garanties par l'État, mais aussi la protection face aux risques. Et donc là, on va pouvoir voir avec eux ce que c'est que les risques sociaux, sanitaires et environnementaux. Et en plus, on peut faire un parallèle avec la géographie, ce qui est pas mal du tout. Donc, c'est bien de pouvoir aussi regarder ce que l'on fait en histoire, en géographie, et puis aussi d'y mêler, du coup, l'EMC. Donc, la protection de tous, de nos droits, de nous-mêmes face aux risques. Euh, et pour aborder aussi la notion de solidarité, eh bien, en fait, montrer que les élèves, comme nous-mêmes, nous sommes tous engagés finalement dans la solidarité en s'entraidant par l'impôt. Alors, l'impôt, on le faisait déjà aussi avant, euh, mais là, on va utiliser l'impôt pour montrer la solidarité à l'échelle nationale, en fait. Donc, évidemment, avec des exemples locaux. Hein, donc là, on ne passera pas à côté, évidemment, de la CAFAD, du RUAM, hein, de toutes les taxes que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie, et montrer que l'impôt est là pour aider, pour justement aussi permettre à chacun d'accéder à l'éducation, d'accéder à la santé, etc. Donc, vraiment, solidarité. Et on voulait mettre l'accent, nous, en Nouvelle-Calédonie, sur l'insécurité routière. Donc, montrer aussi qu'il y a certaines taxes, par exemple, je ne sais pas, sur l'alcool, qui vont aussi permettre de faire de la prévention sur la sécurité routière. Et un accent important de sécurité routière, puisqu'on connaît les chiffres, en Calédonie, c'est une catastrophe. Et puis, en plus, en cinquième, ils font la SSR. Donc, c'était important ici d'appuyer sur cette insécurité routière et de rappeler avec eux voilà ce que c'était. La notion d'égalité, pardon, Patrice, la notion d'égalité, très importante pour ce programme aussi, puisque l'égalité va permettre finalement de lutter contre les discriminations. Donc, c'est l'occasion de voir avec les élèves, malheureusement, l'éventail de discrimination. Donc, pour lutter contre ça, on prône l'égalité et on essaie aussi de déconstruire les stéréotypes. Il y a un accent qui est bien mis aussi sur l'égalité femmes-hommes, euh, plus qu'avant dans les programmes. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il nous était enfin, pour nous important d'évoquer en fait le cas spécifique des femmes Kanak de droit coutumier. Donc, on en a fait un point particulier pour le programme de cinquième. Tu peux zapper, Patrice. Pour le programme de quatrième, la thématique, c'est défendre les droits et libertés, puisqu'en effet, dans une société démocratique, nous avons des droits et des libertés. Droits et libertés qui nous sont donnés à nos citoyens, mais qui sont garantis par l'État. Et l'État qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, comme l'avait dit pardon, Jérôme Grandeux, est aussi soumis, hein, aux mêmes lois. Donc, les droits et les libertés sont certes garantis par l'État, mais voilà, il y a cette notion d'état de droit qui n'existait pas auparavant et qui apparaît maintenant dans les programmes. Des libertés qui parfois peuvent être restreintes et pour garantir évidemment l'ordre public. Hein, donc là, autre notion importante. Alors là, c'était une des parties du programme qui était pour nous assez délicate à contextualiser, puisqu'évidemment, ça faisait écho à ce qu'on était en train de vivre, hein, parce que nous, quand on faisait cette contextualisation, on était encore dans un climat de tension très rude.
Donc, on a quand même voulu le mettre, mais après, c'est à titre de proposition, hein, puisque ça fait partie des démarches, évoquer donc les restrictions de liberté, notamment pendant la crise de mai 2024, et aborder, par exemple, avec eux l'exemple de la censure de TikTok. Voilà, c'était des petits exemples qu'on avait quand même envie de mettre, puisque c'est parlant pour nous, puisque nous l'avons voilà, malheureusement vécu. État de droit encore, pour évoquer aussi les centres de détention. Alors moi, ça m'avait un peu surpris quand on a regardé les programmes au début, on ne savait pas trop quel angle il fallait prendre. Mais en fait, voilà, en observant, en prenant un peu de hauteur, on a compris que c'était toujours dans cet état de droit, hein, montrer que ben, dans les lieux de privation de liberté, il y a aussi la dignité humaine, dont parlait justement Jérôme Grandeux, pardon. Et donc, du coup, c'était aussi de montrer bah, que l'État, parfois, il est défaillant, que l'État, bah, voilà, il n'est pas tout puissant et que l'indépendance de la justice permet aussi d'avoir un regard sur l'État et que lorsqu'il y a des lieux de détention qui sont problématiques et qui ne respectent pas la dignité et les droits humains, eh bien, qui peuvent être contrôlés. Hein. Donc, évidemment, nous, on pourra prendre l'exemple calédonien avec le centre de détention de Nouméa, hein, qui a eu évidemment de nombreux rapports, hein, et même encore aujourd'hui, c'est encore un grand débat puisqu'on est censé faire évoluer ce centre et on attend toujours. Liberté, droit, ça nous emmène à l'ordre public et l'ordre public, ça nous emmène à la défense. Défense qu'on abordait à l'époque en troisième, dans mon souvenir, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas eu de troisième. Et bien là, on l'aborde désormais en quatrième. Donc, ça nous permet évidemment d'aborder des acteurs de la défense locale, avec notamment les FANC. Euh, les FANC, c'est assez intéressant de les utiliser parce qu'ils nous permettent en fait de travailler à différentes échelles, puisqu'ils agissent localement, ils agissent aussi dans la région. On peut utiliser des exemples de leurs interventions comme les opérations Castor, mais aussi ils agissent à l'international. Et en plus, il y a il y a eu plein d'exemples cette année qu'on pourra réutiliser avec les élèves. Donc, voilà, ça fait partie des exemples à prendre. Euh, la souveraineté nationale, ça aussi, c'était un sujet un peu délicat, puisqu'évidemment, la défense a aussi pour but de défendre les intérêts et la souveraineté de la nation française à travers le monde. Et en Calédonie, ça a été un petit peu perturbé, on va dire, l'année dernière. Et là, pareil, se poser la question de savoir si oui ou non on parlait de l'ingérence en Azerbaïdjan. Donc, nous, on l'a mis, parce qu'on voilà, on est audacieux. Et puis que de toute façon, voilà, c'est aussi une thématique qu'il va falloir aborder avec eux. Donc, autant parler d'un exemple concret et que nous avons vécu. Et enfin, dernière notion du programme de quatrième, c'est la justice ainsi que ses institutions. Justice dont l'angle d'attaque sera de passer évidemment par, enfin, comment je pourrais dire ça? Prendre des exemples en fait d'audience, hein, pour pouvoir bien décortiquer le processus judiciaire et puis voir justement quelles sont les différentes institutions de la justice. Et là, pareil, on peut évidemment prendre des exemples locaux. Et nous avions rajouté la petite particularité calédonienne, c'était le cas des assesseurs coutumiers, hein, pour montrer que aussi en Nouvelle-Calédonie, donc il y avait cette différence-là par rapport à l'Hexagone, et montrer donc que les assesseurs coutumiers sont là pour agir lorsque il y a des affaires de droit civil qui relèvent pour les personnes qui relèvent de statut civil coutumier. Et enfin, Patrice, est-ce que tu peux zapper, s'il te plaît? Merci. Et enfin, nous arrivons à la dernière étape, hein, le programme de troisième, où là, la thématique, c'est de faire vivre la démocratie, donc l'animer, hein, cette démocratie. Et l'animer veut dire évidemment les débats, hein, qui peuvent exister justement dans cette démocratie et qui amènent aussi à, pardon, à lui permettre d'évoluer. Donc du coup, pour aborder les institutions, là, on avait comment je pourrais dire ça? Le cœur du programme, on avait eu beaucoup de mal à le comprendre au début avec les collègues. On a mis beaucoup de temps. Je crois que c'était le programme qu'on a refait 3 fois dans mon souvenir, tellement que c'était difficile. Puis finalement, on a compris les attendus. Donc l'idée, c'était évidemment de passer par la Constitution. Donc, ce n'est pas les institutions, c'est d'abord la Constitution. Et qu'en fait, cette Constitution, elle permet justement de montrer que la démocratie, elle s'anime par les débats qui poussent justement à modifier la Constitution et les institutions qui peuvent être du coup évolutives. Et donc la Constitution, pour la Calédonie, évidemment, il faudra qu'on aborde la loi organique, hein, des textes qui font aussi
qui sont fondamentaux hein, pour la Nouvelle-Calédonie, mais toujours partir avec cet angle du débat. Donc partir par exemple d'un débat sur une QPC, sur le trajet d'une loi, pour arriver là aussi à décortiquer toutes les institutions, qu'elles soient nationales ou ici en Nouvelle-Calédonie, où on peut prendre par exemple des débats au Congrès, suivre une loi de pays, voilà, pour montrer que ça se modifie, que ça s'anime et que ce n'est pas figé, quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Euh, Ensuite, dans les notions qu'il faudra aussi aborder avec eux, c'est la notion de laïcité et de séparation des pouvoirs, euh, pour montrer qu'en fait, déjà d'une part, la séparation des pouvoirs permet une forme d'indépendance de tout le monde, mais aussi la laïcité pour montrer que la neutralité permet le débat, un débat citoyen. Donc, ce débat, il est aussi possible grâce, comment dirais-je, aux médias, à la façon dont les citoyens s'informent. Donc là, c'est l'occasion aussi de voir avec eux la pluralité des médias, parler avec eux de tout ce qui est information, désinformation, intox, voilà, tous ces termes qui sont maintenant très d'actualité et qu'il faudra aborder avec eux, hein, puisque les citoyens, leur montrer que le citoyen, il est receveur d'informations hein, et qu'il va falloir apprendre aussi à les critiquer, à les décortiquer. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus pour éviter justement d'aller au complotisme. Le complotisme fait partie du programme, c'est une notion qui fait partie du programme et qui est aussi très d'actualité. Euh, L'idée aussi, c'était de montrer que le citoyen, il n'est pas seulement receveur d'informations, mais il peut être aussi vecteur donc acteur aussi d'information et de plus en plus avec l'apparition des réseaux sociaux, hein, puisque de plus en plus avec les TikTokers, les YouTubers, finalement, on se retrouve avec de nouvelles formes d'information hein, qui sont créées par des citoyens et non pas par des médias. Hein. Donc l'idée, c'était de montrer que on pouvait être donc acteur aussi de cette information. Et certains le sont tellement qu'ils sont même des lanceurs d'alerte. Tout à l'heure, Jérôme Grandeux a évoqué la notion de lanceur d'alerte. Euh, Ce qui peut être intéressant de voir avec cette notion-là, c'est de montrer que ce qui se passe sur les réseaux peut ensuite se manifester dans les rues et aboutir à un changement dans la société en passant par les institutions et par exemple des nouvelles propositions de loi. Hein. Donc, il y a vraiment une animation finalement de la société démocratique par aussi les citoyens qui s'engagent de cette manière-là. Et enfin, l'engagement, eh bien, il se poursuit avec les élections, hein, puisqu'évidemment, voilà, le citoyen a pour droit et devoir voilà, de voter. Et donc, apparaît dans le programme la notion de référendum, je crois qu'il n'y avait pas avant. Donc, les élections, le référendum, et là, c'est l'occasion d'aborder avec eux eh bien l'engagement citoyen. Comment on s'engage, par exemple, dans une campagne euh, municipale. Donc là, l'objectif, c'est aussi de prendre des exemples locaux, mais aussi montrer qu'on peut s'engager, par exemple, dans des associations et autres. Et donc là, ici, hein, comme toujours, essayer de prendre des exemples voilà, de notre quotidien, des exemples locaux. Voilà pour moi. On a le temps de l'aborder ou pas? Je ne sais pas, il est quelle heure? Patrice, parce que Oui, j'ai peur on que peut ça soit un peu après. l'aborder pour faire la Oui. transition. Oui. Alors j'ai peur que ça soit un petit peu redondant avec ce que tu as dit, avec ce que Jérôme Grandel a dit, mais voilà, je vous ai fait une espèce de petite frise là pour vous montrer la progressivité un petit peu de ces notions, parce que comme l'a dit Jérôme, en fait, de toute façon, même si on n'a pas tout vu, on le reverra. Hein. Et en effet, on le voit ici dans le parcours. Hein. En sixième, on vit dans une société démocratique. Cette société, en cinquième, on le voit, repose sur des valeurs fortes, la fraternité, l'égalité, la solidarité. Puis la liberté qu'on abordera ensuite en quatrième, hein, que cette liberté se doit d'être protégée et respectée par tous, même les institutions et l'autorité publique, et que l'objectif de cela, c'est de créer des bases solides pour faire d'eux plus tard, évidemment, des acteurs de cette démocratie. Euh, nos futurs citoyens, ils vont continuer, hein, évidemment, à être en apprentissage en seconde, hein, où là, l'objectif, c'est vraiment de les responsabiliser en fait, et tu t'en parleras mieux que moi évidemment, Patrice, de les responsabiliser face à ce rôle de citoyen, qui soient conscients de leurs droits pour mieux vivre ensemble, encore une fois, et enfin pour apprendre aussi à débattre et être conscient de ce qui se passe autour d'eux pour prendre des décisions, elles aussi toutes conscientes. Voilà.
Merci beaucoup, Morgane, pour cette Merci à vous. présentation du travail du collège. Je vais laisser de suite la parole à Patrice pour le lycée, comme ça fait la transition. Merci Isabelle. D'abord, je voulais remercier les collègues qui ont été à mes côtés depuis l'année dernière dans le groupe de pilotage pour le lycée. Christophe Muller du lycée Jules Garnier, Marie-Thérèse Louvier du lycée Michel Rocard en province Nord, Manuel Segura au lycée William Arouja sur les Fous, et puis Anne Fuchs est également du lycée Lapérouse est venue nous rejoindre, avec Séverine Song, professeur de philosophie depuis cette année, est membre du groupe et enseignante au lycée Dikukewe. Donc on s'est attaché à prendre ces programmes et à les décortiquer, et à en comprendre à la fois le contenu, mais également l'esprit, qu'on a essayé de préserver par nos propositions. Et d'ailleurs, la plupart de nos propositions, très largement, ont été reprises et ont été conservées, avec parfois des éléments qui ont changé entre la colonne sur les démarches possibles, et qui sont devenus également des contenus à aborder. Donc ça a été riche d'enseignements et puis très formateur pour l'ensemble des collègues. Alors pour le parcours lycéen, je vais m'attacher d'abord à revenir sur les finalités en EMC. Vous voyez, elles sont au nombre de 5. La première finalité, c'est la citoyenneté. C'est comment on amène nos élèves à adhérer aux valeurs à la fois de la République, mais aussi en tenant compte du contexte de la Calédonie. C'est la notion de destin commun, la notion de citoyenneté, et peut-être l'année prochaine la notion de nationalité calédonienne. C'est aussi la finalité de la culture du droit. On en a parlé largement ce soir. C'est comment on peut développer chez nos élèves une culture juridique de base, sans prétention, mais nécessaire. C'est-à-dire comment on peut comprendre les règles de droit qui organisent à la fois la vie en société et puis les institutions qui les incarnent et qui doivent les faire respecter. Troisième finalité, c'est l'esprit critique. C'est renforcer la pensée critique de nos élèves. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis très longtemps déjà dans nos programmes et pas seulement en UMC. Mais disons que là, c'est leur apprendre à analyser de façon plus précise les sources d'information, à repérer les désinformations, les théories du complot, les aider à exercer leur liberté d'expression de manière plus responsable. Et cette notion de responsabilité est largement présente dans le parcours lycéen des élèves. Et finalité suivante, c'est la finalité de débat démocratique. La culture de débat, c'est à la fois un pilier de la démocratie, mais ça doit être aussi, et notamment on verra tout à l'heure pour le niveau de terminale, incontournable pour nos élèves qui sont soit déjà adultes ou quasi adultes en classe de terminale et qui vont être des citoyens actifs et on espère acteurs. Et enfin, l'engagement, c'est l'une des priorités à la fois à l'échelle nationale et puis à l'échelle également de notre académie, portée par Monsieur le vice-recteur, c'est l'engagement civique des élèves à toutes les échelles et multiforme. Et Monsieur Grandeux l'a rappelé tout à l'heure. Et donc, à partir de ces finalités, euh, on peut comprendre qu'il y a trois marches à emprunter dans ce parcours lycéen. Je vais revenir là-dessus à la fin, en conclusion. En seconde, on jette les bases aux élèves, c'est-à-dire les bases sur les droits, sur les libertés. En classe de première, on explore la cohésion de la société, l'identité citoyenne, quelle place a notre identité au sein de l'identité nationale. Et puis en classe de terminale, on ouvre sur la participation démocratique, on revient sur le débat démocratique comme finalité. Et donc chaque niveau approfondit les dimensions avec, vous l'avez constaté depuis tout à l'heure, lorsque comment Morgane a explicité les programmes de collège, c'est qu'on a une progression spiralaire. Et l'idée, ça n'est pas de refaire à chaque fois ce qui aurait dû être fait ou ce qui sera ensuite à faire. Alors voilà, je vais parler de l'articulation entre les parties dites nationales et les parties contextualisées. Alors, je ne vais pas vous lire l'ensemble des documents et des diapositives qui vont se succéder.
De toute façon, vous les aurez. C'est simplement essayer d'appuyer là où ça semble essentiel et important de revenir. Ce programme de seconde, d'abord, il s'articule autour d'une thématique générale, droit, liberté et responsabilité pour l'ensemble du niveau de seconde, qui se décline en 3 chapitres. Le premier, c'est l'état de droit qui garantit à la fois les libertés et le pluralisme dans la démocratie. L'idée, c'est de comprendre que l'état de droit protège les libertés. C'est un état de droit qui assure également le pluralisme. C'est comment on identifie les principes républicains, comment on identifie les institutions qui doivent les incarner, comment on étudie les fondements de l'état de droit par la Constitution. Morgane en a parlé tout à l'heure. Au lycée, ben, c'est notamment toute la place qui est consacrée à la hiérarchie des normes. Tout à l'heure, vous avez vu la pyramide de Kelsen, la place qu'elle doit aussi occuper, modeste mais nécessaire, la séparation des pouvoirs et la protection des libertés. Et en Calédonie, on a l'accord de Nouméa, on a la loi organique de 99, on aura peut-être un projet de loi institutionnel l'année prochaine, en 2026, qui pourra se rajouter. En tout cas, il nous faudra étudier les institutions locales et comprendre la coexistence à la fois du droit commun et du droit coutumier aussi. Et cette coexistence du droit commun et du droit coutumier peut être un exemple qui montre comment l'état de droit est en capacité à chaque fois de s'adapter au contexte local. L'état de droit, c'est un pilier. C'est-à-dire que tout le monde, on est tous soumis à l'état de droit, on est tous soumis aux lois, que ce soit les citoyens ou les gouvernants. Et ça, les élèves, ils doivent le comprendre. Que les libertés, elles sont certes garanties par des textes qui sont supérieurs. On a vu tout à l'heure dans la pyramide de Kelsen la place de la Constitution, mais le pouvoir arbitraire est limité par nos institutions qui garantissent l'état de droit. Et en France, comme en Calédonie, l'état de droit est aussi garant de la paix civile, garant de la liberté. Et que si on s'écarte de cet état de droit, alors on risque l'arbitraire, voire le conflit. Défendre l'état de droit aux élèves, c'est leur expliquer que face aux menaces modernes d'aujourd'hui, on le voit à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, et puis on a vu également en Nouvelle-Calédonie, on le voit encore, il y a des menaces permanentes. La tentation de recourir à des mesures d'exception. On a vu l'année dernière le blocage d'accès à TikTok au nom de la sécurité. Mais c'est aussi tous les discours populistes qui remettent en cause l'indépendance de la justice. Et l'actualité récente, très récente, le démontre. C'est aussi discuter avec les élèves sur la chance de vivre en démocratie. Mais cette chance ne nous empêche pas de rester vigilants pour préserver justement les fondements de la démocratie. Et en Nouvelle-Calédonie, on peut discuter de l'origine des lois, c'est-à-dire qui fait les lois qui s'appliquent à nous. Rappeler qu'il y a des lois en France, qu'il y a des lois du pays en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a des règles coutumières. Voilà, on peut leur faire réfléchir sur l'intérêt et puis la finalité de ces lois. Ensuite, deuxième chapitre de la classe de seconde, il est consacré aux libertés, responsabilités, et notamment l'exemple de l'information. C'est comprendre que s'exprimer, c'est un droit, tout comme s'informer, mais que ces libertés comportent des limites et à la fois des devoirs. Et donc, c'est expliquer aussi comment la presse, qu'on appelle souvent le quatrième pouvoir dans une démocratie, a un rôle de contre-pouvoir. Et on le voit comment la presse et les médias peuvent faire l'objet de menaces ailleurs qu'en France ou en Nouvelle-Calédonie. Je ne citerai pas de pays, mais comment voilà, les médias peuvent être menacés par le pouvoir politique. Et puis, cette liberté, elle s'accompagne également de règles déontologiques, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Et les élèves doivent en prendre conscience. Ils doivent à la fois saisir l'opportunité d'utiliser la parole, notamment sur les réseaux sociaux, mais avoir conscience que cette parole sur les réseaux sociaux, elle a des conséquences. Et en Nouvelle-Calédonie, par notre isolement, par la petitesse de notre archipel, eh ben, ces enjeux sont à la fois présents, mais peuvent très vite être exacerbés. Et longtemps, la Calédonie a été dominée par quelques acteurs
de l'information. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est une multitude d'acteurs, c'est une multitude de sources qui ne sont pas toujours fiables. Et donc, l'idée, c'est toujours d'accompagner nos élèves à y voir un peu plus clair, à avoir une approche un peu plus responsable. Et la crise qu'a subie Elmecadine depuis 2024, elle a nourri une vague de désinformation à l'échelle locale, notamment les premières semaines du mois de mai. Et cette vague de désinformation, elle a montré à quel point la société, elle peut être vulnérable, notamment les sociétés insulaires comme la nôtre, face aux rumeurs. Et comment sur un petit territoire, une infox, une désinformation peut très vite prendre des proportions énormes et alimenter les divisions communautaires, comme on a vu l'année dernière. Et donc l'important, c'est d'outiller nos élèves pour qu'ils deviennent, euh, comment Morgane en parlait tout à l'heure, deviennent des consommateurs d'informations responsables, hein, des acteurs de l'information, ou ce que certains appellent des consommateurs de l'information. Ensuite, pour le dernier chapitre de la classe de seconde, droit et responsabilité, là, il s'agit de porter un regard bien particulier sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est de montrer aux élèves que la protection de l'environnement, c'est à la fois un droit, mais c'est aussi un devoir, collectivement, et pas seulement individuellement. C'est comprendre que chacun d'entre nous, on a le droit de vivre dans un environnement sain. D'ailleurs, c'est reconnu par le droit français, mais que cela aussi crée une responsabilité qui est partagée pour préserver la nature. C'est identifier les enjeux écologiques, notamment les enjeux liés au réchauffement climatique. Et on sait à quel point nos territoires insulaires du Pacifique sont vulnérables. Mais protéger la planète, c'est pas seulement une affaire de scientifiques. C'est pas seulement une affaire de compétences provinciales de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que c'est aussi un devoir civique de chaque citoyen. Et donc, si on veut former nos futurs citoyens écologiques responsables, il faut leur montrer qu'il y a un enjeu et qu'ils peuvent aussi agir. Et quand on parle d'environnement, on parle également de justice sociale. Parce que qui sont les populations les plus vulnérables? Eh bien, ce sont les populations les plus précaires. Et en Nouvelle-Calédonie, on a des quartiers précaires, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, qui peuvent très vite être frappés par les effets du réchauffement climatique. Et je terminerai simplement par rappeler le débat ou les polémiques autour de l'enjeu de développement économique et l'enjeu de protection environnementale en Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'objet aussi de, de ce programme, de pouvoir l'expliciter de façon sereine avec nos élèves. Donc voilà un peu à la fois les finalités et les moyens d'atteindre les notions en classe de seconde. Et puis, l'étape supérieure, c'est la classe de première, où là, il s'agit de travailler sur à la fois la cohésion et puis la diversité dans une société démocratique, avec comme premier chapitre les valeurs et les principes de la République qui sont à l'épreuve de la cohésion sociale. C'est comprendre comment les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, comment ces valeurs garantissent la cohésion de la nation et de la société. C'est aussi identifier les discriminations. Les élèves ne sont pas dupes. Dans leur quotidien, dans leur entourage, peut-être même ont été touchés par une certaine forme de discrimination. Et donc, il ne s'agit pas, comme l'a dit Jérôme Grandeux, de fantasmer sur un idéal, mais de leur montrer à la fois l'égalité réelle et l'égalité de droit. Donc, c'est dans quelle mesure nos principes républicains, hein, qui se traduisent dans la société euh, à toutes les échelles, comment ces principes, ils peuvent être mis à mal par les discriminations et puis par des inégalités qui persistent, aux portes de nos établissements d'ailleurs. Et que ce chapitre, il touche aussi au pacte républicain, au cœur du pacte républicain et du pacte calédonien. Parce que ces valeurs républicaines, elles sont censées assurer l'unité de la nation. La liberté, elle doit garantir à chacun son épanouissement. L'égalité doit être assurée, doit assurer la justice sociale. Et puis la fraternité est censée cimenter la solidarité. La réalité montre que ces principes sont mis à mal, je l'ai dit tout à l'heure.
Et donc faire réfléchir nos élèves à la notion d'égalité réelle. Donc ne pas s'en tenir uniquement à l'égalité de droit, qui est formelle, mais de regarder si elle est effective au quotidien. Et puis, le dernier aspect, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'en prenant l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, c'est d'analyser toutes les politiques publiques qui ont été mises en place, et notamment depuis les accords, que ce soit les accords de Matignon-Oudinot de 88, l'accord de Nouméa de 98, ou le futur accord, s'il devait être approuvé l'année prochaine, c'est d'analyser toutes les politiques de rééquilibrage social et territorial mises en œuvre pour réduire ces discriminations. Discrimination ethnique, discrimination sociale, discrimination de genre, mais avec un regard lucide. Voilà. Les choses sont faites, mais beaucoup de choses restent à faire. Et donc, en reliant à la fois national et local, on peut faire toucher du doigt nos élèves euh, les valeurs républicaines qui sont certes pas toujours acquises, ce sont des buts à atteindre constamment, mais qu'il faut les défendre là où nous sommes. Deuxième chapitre est consacré à la République et à la nation. Euh, c'est euh, c'est un chapitre qui nous a un petit peu interpellés dans le groupe, parce que c'est essayer de trouver le lien entre l'unité que nous demande la République et puis la diversité, et notamment en Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. La France, c'est à la fois une nation qui est rassemblée autour de valeurs, on a parlé tout à l'heure, autour d'institutions, mais la France est aussi une pluralité d'identité, une pluralité de culture, pluralité de territoires. Et l'idée, c'est essayer d'identifier toutes les formes de pluralité en passant d'abord par la citoyenneté. Et en Nouvelle-Calédonie, on a une situation exceptionnelle puisqu'on a une triple citoyenneté, à la fois française et européenne, et puis aussi calédonienne. Et comment on peut essayer de, avec nos élèves, cerner les enjeux de cette citoyenneté et comment cette citoyenneté, dans le cadre des négociations actuelles, pourrait, au conditionnel, se transformer en nationalité, quelle qu'elle soit. Mais ça touche également à qui sommes-nous, à la question de qui sommes-nous. Qui sommes-nous en tant que communauté politique? Et comment on peut faire corps dans la société, dans cette communauté politique, tout en étant divers? C'est la question de l'identité collective, qui doit être au-dessus de l'identité individuelle. C'est un sujet qui est sensible, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, en France et dans le monde, hein. Il n'y a qu'à voir les replis identitaires partout et les difficultés de s'ouvrir face à la fragmentation et les exemples de particularisme et de communautarisme. Et en Calédonie, c'est un enjeu qui est carrément existentiel, hein. C'est comment on construit une identité calédonienne commune en évitant de retomber dans l'affrontement entre les communautés. Alors il y a le destin commun, qui est l'une des notions de ce programme, adapté et contextualisé. Ce destin commun, qui est d'ailleurs de plus en plus repris à l'échelle nationale. Cette communauté de destin, c'est à la fois un projet de société qui fait que personne ne se sente à part, mais c'est aussi permettre à nos élèves de naviguer entre plusieurs appartenances. Et on peut voir qu'un même élève en Nouvelle-Calédonie, il peut se dire kanak, calédonien et français. Il peut se dire wallisien, calédonien et catholique. Il peut se dire caldoche, calédonien et océanien. Et donc, et c'est pas antinomique ou ça pose pas de problème dans la France plurielle. Ça, 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 ça permet juste d'illustrer la pluralité des identités personnelles. Mais se demander qu'est-ce qui nous relie au-delà de ça. Voilà. Malgré ces différences, qu'est-ce qui nous relie tous? Et donc percevoir que l'unité ne signifie pas l'uniformité. Même si parfois on veut ramener l'unité à l'uniformité, ça n'est pas le cas. On peut être totalement différent par sa culture, par son identité, par sa mémoire, son histoire, mais on peut être uni par un projet commun. Et ce projet commun, ce sont les valeurs, et ce sont les droits, ce sont les principes. Et la République,
Elle doit constamment travailler à la fois à intégrer la diversité, hein, si elle doit être fidèle à sa valeur d'égalité, mais que nos élèves doivent aussi être fiers de leurs racines multiples, tout en se sentant appartenir pleinement à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est un peuple, c'est une communauté de destin, c'est une nation, ou voire même au-delà, c'est une humanité commune. On parlait tout à l'heure de dignité de la personne humaine, le genre humain, à un moment donné, prendre conscience qu'on appartient tous au genre humain. Et puis en classe de terminale, là c'est le dernier palier de ce parcours lycéen, où il s'agit de travailler sur la vie démocratique, débat, délibération et prise de décision. Avec 2 chapitres, le premier s'intitule Principes et espace du débat démocratique. En fait, c'est pourquoi on débat en démocratie. Il y a des pays où on débat pas. Alors pourquoi on débat? Pour confronter les idées, pour construire des décisions. Et ces décisions, elles sont censées être légitimes. Ensuite, comment on doit débattre? On doit débattre avec des arguments, avec une écoute, avec un respect. C'est ça qu'on veut que les élèves comprennent et qu'ils reproduisent. C'est-à-dire pouvoir être en capacité de débattre en classe avec respect, avec responsabilité, avec éthique. Donc on est à la fois dans l'analyse de la vie publique et de la pédagogie active. C'est-à-dire qu'on leur demande aux élèves de terminale d'apprendre en faisant, c'est-à-dire apprendre en débattant en classe. Et on peut analyser des débats, et il y a plusieurs exemples en Nouvelle-Calédonie sur l'environnement, sur le nickel, et donc voilà, ne pas hésiter à mettre les élèves en situation d'acteurs du débat. Et puis le débat, c'est une notion essentielle en France, puisque le débat se déroule dans le cadre des institutions, dans le cadre des médias, même si euh, on leur demande de faire un tri aussi sur ce qu'ils peuvent trouver dans les médias. Le débat est également sur la place publique, dans les manifestations, les réunions, les pétitions. Le débat est en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc, comment se construisent les opinions? Comment les décisions de l'Académie se prennent? Et en France aussi, comment ces décisions se prennent? Et quelle est la place des partis politiques? Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se désintéressent des partis politiques, des associations ou des syndicats, et pourtant ce sont des moyens aussi d'être dans l'engagement. Et donc dans une démocratie qui doit fonctionner, eh bien on demande de savoir écouter, c'est ce qu'on demande à nos élèves en classe, d'être capable de réfuter sans attaquer personnellement d'autres camarades, c'est aussi chercher un compromis, voire un consensus. Et c'est cultiver donc la capacité à débattre sans se diviser. Et donc, si on apprend ça à nos élèves en classe de terminale, en EMC, ils pourront quitter, en tout cas c'est le vœu que l'on porte tous, hein, quitter le parcours lycéen avec cette exigence de pouvoir débattre tout en respectant l'autre. Donc pour parler débat, il faut débattre. Dernière partie, la délibération dans les institutions à la fois néo-calédoniennes, européennes et internationales. Et là, on propose d'analyser le fonctionnement à la fois des institutions françaises, des institutions européennes et aussi internationales, comme l'Union européenne, comme l'ONU. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est étudier le fonctionnement du Congrès et du gouvernement collégial. Et j'insiste sur le mot collégial. C'est à partir de ce gouvernement collégial qu'on va pouvoir montrer aux élèves les différents modèles de prise de décision. Leur montrer que dans une démocratie occidentale, classique, à majorité, eh bien, le fonctionnement n'est pas le même que, par exemple, dans la société kanak ou dans les sociétés océaniennes, où on recherche beaucoup plus le consensus. Et donc, dans les sociétés kanak, quand on est dans un palabre coutumier, on discute jusqu'à ce qu'une position commune se dégage. Il n'y a pas de vote formel. On évite le gagnant et le perdant, parce que l'objectif, c'est de conserver l'harmonie du groupe, de garantir l'harmonie du groupe, alors qu'à l'inverse, la démocratie parlementaire, comme en France, c'est celle qui accepte le désaccord tranché
par le vote, on compte les voix et c'est la majorité qui l'emporte. Et on demande à la minorité d'accepter la décision de la majorité. Mais leur rappeler que cette minorité, elle garde également le droit d'exister. Elle garde le droit de s'exprimer. Et c'est garanti par l'état de droit. Et donc, ça a amené nos élèves à comparer les deux et même d'en dégager à la fois les, euh, les avantages et puis les limites. Voilà, vous aurez compris que ces programmes dans ce parcours lycéen, il est tout aussi, euh, comment dire, riche d'enseignement, exigeant. Et donc, ce premier palier, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment jeter les bases des droits et des libertés en classe de seconde. En classe de première, c'est explorer comment vivre ensemble. Hein, c'est une notion qui, je ne crois pas qu'elle était présente dans les anciens programmes, mais qui a toute sa place aujourd'hui. Et en classe de terminale, c'est apprendre à participer activement. Et l'objectif, c'est bien de, moi j'ai fait une faute, hein, c'est bien de se sentir acteur à leur échelle pour que nos élèves soient prêts à s'engager à l'issue du lycée. C'est ça que l'on veut, qu'à l'issue du lycée, ils soient des acteurs, des citoyens actifs et acteurs. Donc, à chaque étape, vous vous êtes rendu compte que la contextualisation en Nouvelle-Calédonie apporte du sens. Nos institutions, notre histoire, nos défis viennent à chaque fois illustrer la vie démocratique et les enjeux nationaux. Voilà, voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup, Patrice. Alors, j'insiste sur un point, c'est que Patrice vient de nous présenter le lycée, mais c'est le lycée pour les trois voies, hein, professionnelle, générale et technologique, étant donné qu'il y a eu deux groupes qui ont travaillé en fait en parallèle et qui ensuite ont fusionné leurs propositions de contextualisation. La différence simplement entre le traitement sur la voie générale et technologique et le traitement en voie professionnelle, c'est lié au nombre d'heures attribuées à chaque thème. Alors, j'ai l'impression que Jérôme souhaite intervenir. Non? Non. Juste un petit mot pour dire à quel point ces deux présentations étaient magnifiques, parce que c'est le meilleur plaidoyer que j'ai entendu pour les adaptations. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plein de sens. Et c'est très vrai aussi ce qui a été dit sur les identités. C'est très important que les élèves comprennent que leur identité est multidimensionnelle. On n'est pas emprisonné dans une définition de son identité. On est à différentes échelles et on est même, voilà, à différents même registres d'identité. Et c'est ça qui fait le jeu et c'est ça qui permet ce vivre ensemble. Je trouve franchement, bravo, voilà, bravo parce qu'on voit à quel point, et on le sentait en relisant les choses qui avaient été faites, c'est quelque chose de très pensé. Et vraiment, voilà, c'est un magnifique projet. Merci beaucoup, Jérôme, et ça sera transmis également aux collègues du groupe lycée professionnel. Donc, je tiens aussi à citer leur nom, comme ça a été fait pour les différents collègues. Donc, ce groupe était constitué de cinq collègues, donc enseignants, et a été piloté par Terenia Artigue. Et il y avait avec elle Michael Bedford, Caroline Ramon, Nathalie Siro et Bertrand Soyard. Et donc, à 5. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont travaillé sur la partie concernant le baccalauréat professionnel, donc seconde, première et terminale. Et ils ont également travaillé sur la partie CAP que je vais maintenant vous présenter de façon assez brève. Donc, au niveau du CAP, déjà, pour ce qui est du traitement des différentes questions, donc c'est l'intégralité de la formation qui est proposée, quel que soit le nombre d'années qu'elle suppose. Et donc, le professeur choisit l'ordre de traitement. Et au CAP, on a deux grands thèmes qui apparaissent. Donc, c'est visible sur la vignette suivante. Donc, voilà. Donc, le premier thème qui concerne droit, liberté et responsabilité, qui se divise en quatre sous-thèmes.
Donc, je vais pas les énumérer, mais on retrouve en fait ce qui a été vu également précédemment autour de l'état de droit, liberté et responsabilité par rapport à l'information, la protection de l'environnement également, droit et responsabilité, et les délibérations dans les institutions. Il y a toute une série de notions, et là encore, on retrouve ce qui a été vu précédemment, et on voit justement ce parcours que suit l'élève depuis le collège, l'état de droit, la laïcité, la liberté de la presse, etc. Et donc ensuite, les collègues ont proposé différentes contextualisations qui ont été retenues. Donc autour du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, donc là c'est dans l'état de droit où l'on aborde cet aspect du travail. Et il était important de bien rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, on a un code du travail qui est spécifique et donc les enseignants peuvent mettre en parallèle avec le code du travail qui est appliqué en France hexagonale. On a souhaité également insister sur le système carcéral de la Nouvelle-Calédonie. Ça a été dit précédemment pour le collège et le lycée, c'est très spécifique en Nouvelle-Calédonie. Et là encore, il y a un zoom qui est fait à travers une étude de cas. Et puis, bien sûr, ce thème, cette notion de la laïcité qui revient avec cette spécificité calédonienne qui fait qu'il n'y a pas d'application donc de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et ça, c'est extrêmement important aussi de bien le faire saisir à nos élèves dans le contexte calédonien. Pour ce qui est du sous-thème qui concerne la protection de l'environnement, là aussi, on a la spécificité d'avoir un code de l'environnement pour chacune des 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. Et là, il peut être en effet intéressant que les collègues se penchent sur cette particularité et traitent en fonction de l'établissement où est situé leur établissement, qu'ils traitent du code de l'environnement justement de leur province. Et puis, bien sûr, on aborde le thème des institutions de la Nouvelle-Calédonie, donc expression de la démocratie à l'échelle locale. Et là, il est question des provinces, on en a parlé précédemment, mais aussi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du Congrès, du Sénat coutumier, des conseils coutumiers. Et c'est extrêmement important aussi que les élèves comprennent bien comment fonctionne le système des institutions en Nouvelle-Calédonie, avec toujours cette construction autour de la notion de démocratie. Et puis, on arrive à la thématique de l'engagement. On en a également beaucoup parlé. Et là, l'engagement citoyen à travers le Conseil calédonien de la vie citoyenne. Et donc, ce Conseil calédonien, il a repris vie cette année. Et c'est assez intéressant de pouvoir l'étudier justement, puisqu'il y a différentes actions qui ont été menées. Le deuxième thème qui est abordé donc sur le parcours des élèves au CAP, c'est sur la vignette suivante. C'est cohésion et diversité dans une société démocratique. Et là, il y a 3 sous-thèmes qui sont à traiter. Donc, valeurs et principes de la République à l'épreuve de la cohésion sociale, la République et la nation et l'engagement politique des citoyens. Donc, toujours une série de notions qu'il faut faire acquérir aux élèves et puis les différentes propositions donc, ont été retenues de contextualisation. Alors, bien sûr, à chaque fois, on souhaite privilégier les exemples pris en Nouvelle-Calédonie, en particulier dans tout ce qui concerne les prélèvements fiscaux, les politiques sociales, le système de prise en charge. Donc, il est question de la CAFAT, il est question du RUAM. Ce sont des termes que les élèves entendent très fréquemment autour d'eux, mais ils n'ont pas toujours la connaissance et la notion de ce à quoi cela correspond. Donc là, c'est justement tout l'objectif de ces séances. Un état des lieux de la pauvreté en Nouvelle-Calédonie qui va certainement très fortement évoluer entre 2024 et 2025. Les politiques d'aménagement du territoire, c'est l'occasion de parler des différentes actions qui ont été menées dans ce domaine, que ce soit la construction du Mendipol, le néobus qui a été intégré comme un exemple, et vous avez dû entendre hier que le néobus allait renaître d'ici 2027, mais également au niveau des aménagements, il y a aussi les lycées qui nous concernent très directement.
Et puis enfin, pour cette sous-thématique sur les valeurs et principes de la République, il a étudié l'action d'une association luttant contre les discriminations. Et là, il y a en effet différents exemples qui peuvent être pris en Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est de la République et de la nation, on insiste sur les institutions qui sont particulières en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a bien sûr les institutions liées à la République, mais il y a également les institutions telles que les provinces qui permettent donc d'aborder la notion de décentralisation. La Nouvelle-Calédonie aussi, comme les autres outre-mer, dispose du service militaire adapté, qui est vraiment une spécificité et qui intéresse beaucoup les élèves. Donc, c'est l'occasion de le traiter, mais on peut également aborder le service civique en Nouvelle-Calédonie. Et puis, comme cela a déjà été fait précédemment et cité, les acteurs de la sécurité civile, de la force publique et les forces armées en Nouvelle-Calédonie sont également à étudier. Alors, pour le dernier sous-thème au niveau de l'engagement politique des citoyennes et citoyens, donc vous voyez qu'il n'y a pas eu spécifiquement de contextualisation proposée, mais bien sûr, on peut travailler sur les associations, etc., et montrer toute la citoyenneté active. Donc, vous voyez qu'à travers le programme de CAP, on retrouve beaucoup d'éléments, de notions qui ont été vues au collège, qui sont retravaillées justement en voie professionnelle à travers le CAP. Alors voilà, on arrive donc à la... Alors j'ai essayé d'aller un petit peu vite sur le CAP pour pouvoir tenir le temps. Donc on arrive à la fin de cette formation. Alors je voudrais juste revenir sur une question qui a été posée au cours donc, du webinaire et qui concernait la mise en œuvre des programmes. Donc en effet, il y a bien des années qui sont indiquées pour les niveaux de classe et il faut absolument respecter ces années. Même si l'ensemble des programmes a été publié de façon officielle pour la Nouvelle-Calédonie, donc en juillet 2025, donc vous les avez désormais tous les programmes, vous devez respecter leur mise en œuvre parce qu'ils correspondent à une mise en œuvre par cycle au collège. Et donc, la question portait sur la possibilité éventuellement d'enseigner dès février 2026 le programme de sixième. Eh bien non, on va attendre la rentrée 2027 pour le faire, puisqu'on avance progressivement dans le cycle 3, tout en sachant toutefois qu'au premier degré, il n'y a pas l'application des mêmes programmes de MC que nous, puisque vous le savez que le premier degré est entièrement de compétences de la Nouvelle-Calédonie et dispose de ses propres programmes de MC qui ne sont pas dans la continuité de ceux que nous avons. Donc ça, c'est une particularité calédonienne, mais que l'on connaît tous désormais et on travaille très facilement avec cette particularité. Alors, peut-être avant de conclure complètement, je vais laisser à nouveau la parole à Jérôme Grondeux, donc, qui est resté avec nous donc, tout au long de cette formation. Peut-être pour avoir un mot de conclusion, justement, Ouais, à la fin de cette première séance. voilà, un tout petit mot, parce que ce qui m'a beaucoup intéressé, je repense à ce qui a été dit sur les modes de délibération. C'est vraiment très intéressant de voir justement cette notion d'élargissement, d'ouverture, parce que c'est vrai que si dans nos délibérations on tranche par le vote, on a aussi besoin de rechercher du consensus. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir confronter ces choses et de pouvoir montrer justement aux élèves la richesse de ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, mais franchement, j'ai été très très impressionné par l'ensemble de ce travail. Et donc, bon courage à tous les enseignantes et les enseignants qui nous écoutent. Merci beaucoup, Jérôme, et puis merci aussi pour tout l'accompagnement depuis un an par rapport à la contextualisation des programmes et au soutien de l'inspection générale qui a été indéfectible pendant toute cette période, vraiment pour nous aider à proposer justement les contextualisations. Un très grand merci aux collègues qui sont intervenus ce soir
et qui portait aussi la parole des différents groupes hein, qui ont travaillé pendant l'année et qui continuent, hein, comme je le disais, par rapport à la rédaction de documents d'accompagnement désormais. Donc, c'est la phase qui se poursuit. Et donc, nous avons rendez-vous pour notre deuxième séance mardi prochain, donc le 7 octobre, à 17h30 à nouveau en visioconférence. Vous avez reçu hein, les liens pour la visioconférence dans vos convocations, mais le lien vous sera à nouveau envoyé par Patrice à travers un nouveau message. Donc, merci également à tous les collègues qui sont restés connectés pendant ces 2 heures de webinaire. Et on vous retrouve donc avec très grand plaisir la semaine prochaine. Donc, bonne journée à Jérôme dans l'Hexagone et très bonne soirée aux collègues en Nouvelle-Calédonie. Au revoir à tous. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir.